Cette semaine, dans le balado, on passe un réveillon tendu, on fuit la corruption et on navigue une controverse politique. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut. Donc, un autre film de Noël. Il y a aussi un film familial de Noël que je vous parle. Oui, tout à fait. On est proche. On est-tu passé On n'est pas encore les 12 jours de Noël. Hey, c'est demain, les 12 jours de Noël. C'est le 13. Ça s'en vient. Donc, oui, avec beaucoup de films pour la famille, disons ça comme ça, pour le grand public. On l'a dit, puis on l'a dit à plusieurs reprises que... Je sais pas si c'est parce que les autres Noëls sont trop loin derrière moi, là. Mais c'est un Noël très éclaté. Là. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'affaires différentes. Là. Comme je disais, il y a 3 ans, tout le monde s'était un peu tassé d'Avatar. Puis là, cette année, tout le monde s'en fout. Fait que là, les cinémas vont être saturés de films. Il y a des distributeurs qui sont en train de réaliser que oups, j'aurais pas autant d'écran que je voulais parce que là, ça bataille. Il y a du film français, du film international, des comédies d'Américains. Et bonne nouvelle, les Furies fonctionnent très bien aussi. Oui, qui a passé le cap des 500 000 quand même en 2 semaines. Donc, c'est très bonne nouvelle pour notre cinéma à nous. Et d'ailleurs, parlant de notre cinéma, allons-y avec... les grands gagnants de la soirée Gala Cinéma Québec. Donc, c'était dimanche dernier qu'il y a eu la remise de prix. Sans grande surprise, Universal Language de Matthew Rankin, une langue universelle, a été le grand gagnant de cette soirée-là. C'est certain que... Je ne l'ai pas revu, mais c'était super bon. Puis c'est dans mes coups de cœur. Mais ça va être de cette année? Oui. Oui, c'est ça, parce que c'était en février. Ouais. OK. Fait que pour ça qu'on n'a pas reparlé encore. Mais... c'est quand même le genre de film comme quand Viking a gagné, qu'il y a du monsieur, madame, tout le monde chez eux qui doivent dire c'est quoi cette pinotte de film-là. Là, on le voit même sur les... on est dans des groupes Facebook passionnés de cinéma, donc il y en a, ça fait pas l'unanimité. Là. Il y en a qui pigent pas trop le film, puis c'est normal aussi. Oui, puis comme on a la discussion avec les Oscars, les Golden Globes et tout, c'est sûr que s'il avait mis Berger, qui a fait 1,3 million, plus de gens ont fait « Ah ouais, le gros drame ». Et tout. Mais ça, il faut le donner quand même au Gala Cinéma Québec. Depuis leur début, ils ne se gênent pas pour récompenser des films un peu plus champ gauche. Moi, je me rappelle la grosse année Québec-Montréal contre Séraphin, un homme et son péché. Et Québec-Montréal l'avait battu. Fait qu'à l'époque, c'était les Jutra. Oui, c'était ça, exactement. Mais, en même temps, rendu là, c'est des votes. Fait que c'est c'est pas l'académie, là, mais le cercle des votants qui sont pas gênés pour... dire ce qu'ils préfèrent. Oui, fait que tout à l'honneur. Donc, Universal Language a remporté 8 Iris au total. Donc, meilleur film, réalisation, scénario. Et là, peut-être la surprise, c'est dans les catégories de comédiens, acteurs de soutien, avec Daniel Fichot et Mani Soleimanlou aussi. Donc, les deux qui sont repartis avec ce prix-là. Catégorie actrice et acteur premier rôle, Karine Gontier-Heidman n'a pas volé pour Deux femmes en or, et Patrick Yvon aussi pour Amour Apocalypse. Cyclone de Noël a remporté le prix Michel Côté, donc prix du public et tout ça. Prix Révélation, c'était une dure catégorie, mais Marguerite Laurence de Mademoiselle Bottine a remporté le prix quand même, très mérité. Et non, moi je pense qu'on est très contents. Meilleur premier film, Jean-François Leblanc et Samuel Quentin pour Ville et Misérables. Oui, c'est ça. Jean-François Leblanc plus directement. Non, mais je pense que Quentin aussi était nominé comme premier scénario. Je pense que les deux, un peu comme... Vampire cherche suicidaire consentant. Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant. Exact. Donc, les deux, je pense, étaient en nomination. Puis c'est un premier scénario de film et première réalisation. Ce temps-là, fait que le prix est décerné aux deux. Donc, c'est super cool. Puis bravo quand même à Samuel Quentin d'avoir... fait un petit remerciement à la maison d'édition Pau de bande dessinée, puisqu'à l'origine, c'est une BD aussi. Fait que, puis moi, je les connais bien, vu que je connais ce milieu-là. Fait que j'étais fier. Puis Ville et Misérables a remporté aussi les costumes, maquillage, je pense. Ça se peut, je peux aller dans les... Ouais, c'est costumes, ça, je sais. Là, je suis plus certain. Fait qu'il y a une couple de prix comme ça. Mais, je sais que Technique, c'était Berger qui en a rapporté quelques-uns, là, mais je me rappelle pas lesquels. Mais Daniel Fichot, c'est sympathique, mais j'aurais aimé ça. J'ai un blanc. Laurence Leboeuf? Non, Laurence Leboeuf était en principal aussi. Elle était en principal, c'est ça que je me rappelle. Mais dans Ville et Misérables, là, celle qui jouait Virginie pendant toutes ces années. Elisabeth Bossé? Non, Chantal Fontaine. Oui, Fontaine. Oui, c'est ça. Oui, j'avoue que c'était plus...
c'était plus étonnant, en plus que c'est un double rôle puis Daniel Fichot était quand même très peu présent. Ouais, ce genre de victoire, c'est ça, je veux pas y casser du sucre sur le dos, mais c'est comme des rôles comme tu le gagnes, c'est aussi éclaté, c'est le fun, mais là, comme 3 minutes dans le film, puis ça fait longtemps, là. Je pense pas qu'on la revoit à plusieurs reprises. Non, là, c'est ça, de mémoire, non. Au début, quand il quitte Montréal vers Winnipeg. Là. Fait que des fois, c'était peut-être juste une petite lettre d'amour de la part du milieu à cette comédienne-là. Je pense qu'elle doit être très appréciée. Possible, ouais. Donc, fait que voilà pour prix Gala Cinéma Québec. Gala Québec Cinéma. Je me suis trompé, d'accord, merci. Dans le puzzle. Sinon, on a confirmé cette semaine que pour le prochain film de Hunger Games, il y aura le retour de Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson. Peta et Katniss dans une scène post-générique. Moi, j'ai l'impression je ne sais pas si on va aller là, mais ça pourrait être logique que peut-être Mitch est décédé et qu'on va les voir et qu'on va être comme en flashback. Ah, c'est ça, ok, ouais. Juste pour installer. Genre, là. Fait que. Je sais pas. OK, fait que soit au début, soit à la fin, ça, ouais. Peut-être. Ouais, ça sera pas grand-chose. Non, je pense pas qu'on va y voir... Mais tu vois, je trouve ça bizarre qu'ils annoncent ça là, parce que le film est dans 1 an, on a mis la bande-annonce, on veut commencer à mousser, mais c'est le genre de détail que d'habitude, on donne vers la fin pour faire « Ah ouais, ils vont être là, j'ai hâte de voir. » Tu sais, on va avoir oublié ce détail-là l'an prochain. Exact. Écoute, ils veulent créer vraiment du buzz pas mal à l'avance. Et sinon, pour les fans de Star Wars, grosse nouvelle quand même, parce que le 19 février 2027... sortira dans un an pour les 50 ans du premier film. Donc, on va ressortir le film au cinéma, mais dans sa version originale. Donc, pas retravaillé par George Lucas. Han Solo Shot First. Exactement, oui. Alors, écoute, on sait que Lucas, over his dead body, il voulait jamais ressortir cette version-là. Mais il a perdu le contrôle. Il n'a plus le contrôle. Ouais, c'est Disney qui décide. Puis on sait que l'an dernier, en Angleterre, ils ont retrouvé une copie originale de 77. OK, sur pellicule. Très, très rare. Ouais, vraiment un master en pellicule. C'est sûr. J'aurais pas trouvé l'original sur un clé coffret. C'est ça. Un CD-ROM. Donc, écoute, même Kathleen Kennedy, la grande patronne de Lucasfilm, s'était déplacée pour authentifier tout ça. Et elle assistait à la projection. Et elle disait que c'était la copie la plus pure, la plus proche de la projection de 77. Alors, j'imagine que ça doit être celle-là qu'on va restaurer un petit peu puis présenter. Donc, en 2027. Alors, quand même... Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve ça le fun là, pour... Je sais pas qu'est-ce que ça va faire comme... tu sais, il y avait eu des ressorties là, du Strike... Strikes Back récemment. Puis je me souviens pas au box... même le 3... il est sorti. Il essaie à chaque année à peu près là, trouver un anniversaire. C'est un 20, 25, 30, 45. Un multiple de 5 d'un des 6 films. Là, puis là, il sort ça. Là. Ça avait bien fonctionné de mémoire. Il me semble qu'on était allé chercher... Quelques millions. Plus que je pense des dizaines. OK. Ouais, c'est ça. C'est sûr que la trilogie originale attire plus que n'importe quel autre. Là. Et de mémoire, Star Wars, ils n'ont pas ressorti depuis 97, depuis l'édition spéciale. Okay. Parce qu'il n'avait même pas ressorti pour le 40e. Ouais, c'est le Strikes Back qui est le plus récemment de l'original. Pour les 45 ans, c'était... Non, cette année, c'était le 3. L'autre d'avant, c'était le 1. Fait que c'est en 2020. C'était un peu post-pandémie, là. Entre 20 et 22. Mais je sais pas les années par cœur des originaux. Fait que bref, en 97 quand même, le premier Star Wars avait fait 130 millions à sa ressortie. Il était dans le top 10 des plus gros films de l'année, quand même. Parlant de gros films, pour l'été prochain, on a eu droit à un petit teaser de Supergirl. Première bande-annonce. Ouais, mais en même temps, on montre pas grand-chose. Classique, on montre des bonhommes. Ouais. Et surtout, Jason Momoa. Petit aperçu. Je me souviens plus si c'était confirmé là, qu'il va avoir un double rôle dans le DC, puisqu'on sait pas ce qui va arriver d'Aquaman. Je pense que c'est pas mal terminé. Là, il joue Lobo, qui est une espèce de Boba Fett de cet univers-là, finalement. Et il me semble qu'il avait déjà dit, Momoa, qu'il voulait le jouer avant même d'être Aquaman. Oui, tout à fait. C'était ça son intérêt, c'était Lobo. Fait que, puis sérieux, je suis intéressé, mais je l'ai trouvé chaotique, la bande-annonce. C'est très Gardien de la Galaxie. On est rendu sur d'autres planètes de cow-boys mercenaires. Je comprends rien. J'écoute la bande-annonce, je comprends rien. C'est tous des bonhommes, je sais pas c'est qui. On est rendu deep dans le DCU là, avec Supergirl, puis les ennemis à elle, puis ces affaires-là. Puis je suis comme, OK, allez voir. Puis je
pense que beaucoup de gens étaient au rendez-vous pour Superman, qui est quand même connu. Puis même là, ils nous ont présenté des acolytes qu'on connaît moins. Puis là, je pense que c'est son test de l'univers chapeauté par James Gunn. Là. Est-ce que les gens vont embarquer dans ce qu'il propose? C'est Craig Gillespie qui va être à la réalisation cette fois. Là, quand même surprenant qu'on suit sa que, feuille de route. À part Cruella, qui était son plus gros budget Disney-esque et tout, c'est Aitonia, Dumb Money, j'oublie, c'est plus des dans la comédie satirique, mais vraiment plus indépendante, un peu, les modestes. Là, Donc, moi aussi, je suis curieux de voir. Honnêtement, je trouve ça le fun. Je pense qu'on essaie d'amener avec le personnage de Supergirl. Donc, je pense qu'elle va être carrément l'antithèse de Superman, qui est un goody two-shoes. Alors, elle... de ce que je comprends, c'est qu'elle va dans des endroits parce qu'on sait que c'est le pouvoir du soleil qui donne le pouvoir à Superman, en fait. Donc, le soleil jaune, elle va dans des endroits où le soleil est rouge, où elle peut se saouler et se sentir les effets de tout ça. Fait qu'on voit que c'est vraiment une anti-héros. Il y a une phrase dans la bande-annonce qui présente, elle dit c'est son cousin? Son cousin. Mon cousin, il voit le bon dans tous les gens, puis elle dit, moi, je vois la vérité, genre. Fait que c'est pour ça qu'elle est plus cynique, pas mal. De ce que je comprends, c'est qu'évidemment, elle a survécu à la destruction de Krypton, donc a réussi à être élevée en marge de tout ça, je pense, par ses parents, parce que je les ai vus au générique, là. Donc, on va les apercevoir. Donc, à découvrir fin juin, je pense que c'est le 26 juin pour Supergirl, donc deuxième offrande de cette remouture-là de l'univers DC au cinéma. Oui, puis il y avait tout un calendrier là, avec le Bold and the Brave. Oui, un Batman Robin qui s'en vient, un film sur Clayface, un méchant vraiment obscur de l'univers de Batman. Moi, je le connais à cause de Lego Batman, des jeux vidéo, parce que sinon... peut-être dans la série Animated animée, Series aussi, il était là. Exact. Il y a, je sais pas si tu as vu ça passer, ça a été aussi confirmé, parce que là, on est à une semaine de Avatar 3 de James Cameron. La bande-annonce pour Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, en 3D, il a filmé on n'avait pas parlé, de son spectacle. Fait que là, la bande-annonce est sortie. C'est supposé venir le 20 mars. Je pense que c'est Paramount qui distribue, fait qu'il devrait avoir une sortie canadienne, québécoise et tout. Là. Mais ça va être... je pense qu'il va y avoir un gros engouement pour cet événement-là. Billie Eilish plus l'effet 3D. Fait que ça va donner envie de sortir. Drôle de mariage quand même. Cameron qui filme un concert. Je ne sais pas d'où est née cette association-là. Puis dans la bande-annonce, tu vas dire encore « j'ai créé des nouvelles technologies, c'est des affaires. » Tout le temps, c'est son mot. Là. C'est le Steve Jobs du cinéma. Exact. Parce qu'il carbure qu'à l'innovation. Puis, au même moment, genre 2 jours plus tard, là, Epic, c'est Elvis Presley in Concert. Quand Baz Luhrmann, pendant la production de Elvis, il pensait avoir... C'est un spectacle, mettons, qu'il pensait avoir perdu, puis il a retrouvé ça, des bobines d'un show de 69, fait qu'un peu à la... merde, j'oublie son nom, là, lui qui fait les Lord of the Rings, puis là, il capote ses Beatles. Peter Jackson avec les Beatles. Ben là, Baz Luhrmann est rendu un capoté d'Elvis Presley. Fait qu'il a transformé ça en genre de docu et image d'un concert inédit. Ben, image inédite d'un concert de 69 et tout. Fait qu'il y a un gros événement qui sortirait, j'ai oublié de noter, en février, je pense. Fait que c'est du côté de Neon, que là, j'ai vu que c'était attaché à Elevation. Fait que d'habitude, ça s'en vient du côté d'Entracte Film, ce genre de locomotive. Là, le chemin se dessine assez bien. Fait que beaucoup de gros spectacles au cinéma à venir. Écoute, avec le succès de Taylor Swift, je pense que tout le monde veut toucher cette manne-là. Écoute, ça doit tellement pas coûter grand-chose à produire, là, comparativement à un film. Non, c'est ça. Ça coûte pas 5000$, mais... Si tu mets un 10-15 millions, je pense que c'est facilement rentable. Là. Oui, puis souvent, là, je sais pas pour ces affaires-là, là, c'est dans trop longtemps, mais des fois, il y a des prix spéciaux plus chers vu que c'est de l'événementiel puis tout. Fait que là, c'est 20$. Fait que là, tu te le garantis. Tu enlèves tous les prix réduits de cinéma, etc. Là. Exact. Fait que tu proposes sur IMAX pendant 2 semaines, puis ça fait exploser le box-office. Surtout les deux, je pense que Elvis Presley aussi, c'était genre la première semaine pour IMAX, puis après, genre 20 février IMAX, 27 le reste, puis sûrement que Billie Eilish va faire pareil. Bref, est-ce qu'on est rendu aux sorties de la semaine? On est rendu aux sorties de la semaine, puis garde, allons-y avec le film québécois Juste Xavier de Stéphane Euroy. Ouais, puis...
C'était-tu ici, hors d'onde? Je sais plus. Ah, c'est parce qu'on a fait un épisode spécial qui est déjà en ligne. C'est toi qui as interviewé l'équipe. Puis dans l'intro, je pense qu'on se disait, ça doit être un faux E qui a ajouté pour le bottin puis tout. Mais là, j'ai monté l'épisode. Puis là, dans ton petit... C'est ce qu'on coupe, là, mais que vous testez les micros puis tout, il dit Stéphane Emmanuel Roy... Puis tout, fait que je suis comme, c'est peut-être un vrai nom, finalement. Un vrai E mérité, mais qui a décidé de le mettre, peut-être, je sais pas. Fait que, voilà. Le film. On a décidé le mystère. Ouais, ou presque, c'est une piste. Stéphane Roy est surtout connu pour la télé et le théâtre. Ouais. Et là, il réalise son 2e film cette année, après quand même l'échec de Pédalo. Ouais. Et ici, Juste Xavier, ça raconte l'histoire de Xavier, qui est un avocat trans, donc autrefois femme, maintenant homme, qui va revoir sa famille à Noël pour la première fois depuis sa transition. Fait qu'il avait quitté un peu les relations familiales, un peu en froid, difficultés d'acceptation et tout, et d'autres problèmes. Et là, il a complété sa transition, c'est vraiment un homme. Et là, il va retourner à Noël et il amène en plus sa nouvelle date, sa nouvelle flamme, pour dire on pourrait passer les fêtes ensemble. Mais il n'y a toujours pas avoué non plus qu'il était trans, donc anciennement femme, ce qui peut être quand même délicat. Fait que c'est sûr que ça ajoute du poids sur ses épaules. Et une de ses amies, donc qui est un homme en transition vers une femme, lui a de la difficulté parce que sa famille n'accepte pas ça, fait que là, qui était père de famille, maintenant, disons, 2e mère de famille. Alors, il va dire, viens à Noël chez nous pour pas être tout seul parce que c'est trop plate. Fait que là, ça va créer beaucoup de situations pour cette famille-là pour apprendre à accepter leur fils. On a le père de famille joué par Rémi Girard qui, lui, a juste hâte de revoir son enfant, puis il accepte que maintenant, il y a plus 3 filles, il y a 2 filles puis un fils. Tandis que la mère, jouée par France Castel, c'est elle qui a beaucoup plus de misère à accepter ça parce qu'elle s'ennuie de sa petite fille. Mm-hmm. Voilà. Fait que c'est une comédie qui joue sur, oui, les questions de transidentité, mais aussi juste familiaux. Ouais, c'est ça, la famille, les chicanes, mais qu'au final, dans chaque famille, c'est différent. C'est pas tout le monde qui se chicane, mais on a des fois des désaccords, puis c'est la manière de gérer ça. Il y a des notions monétaires, puis de qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis qui c'est qui a parasité un peu plus chez les parents ou pas, etc. Fait que plus la famille est nombreuse, plus on discute de ça. Il y a des premiers petits-enfants aussi. Mm-hmm. Fait que très sympathique. Le cast, Alexis Comte, première présence au cinéma, qui est donc une personne trans qui joue le rôle. Rémi Girard, France Castel, les parents. Isabelle Blais joue une des sœurs. Et c'est Alexandre Goyette, costaud Alexandre Goyette, qui joue cet homme en transition vers une femme. Fait que lui, il est juste au processus où il s'habille en femme puis il s'identifie comme femme. Il fait un collègue de travail de Xavier. Il est comme seul à Noël, fait qu'il décide finalement de l'amener dans sa famille. Mais c'est même pas un collègue, ils se sont rencontrés parce que... il n'est pas avocat, il me semble qu'il travaille dans... Non, c'est un vendeur immobilier. C'est juste que quand il rentre là, je sais pas pourquoi, mais il décide de dire qu'il est un collègue. T'as raison, oui. Fait que... je pense parce que des fois, ça peut mal passer, puis il voulait pas dire que c'était ça sa job. Je sais plus pourquoi. Voilà, fait que toi, t'en as pensé quoi du Oui, écoute, moi j'ai trouvé quand même assez sympathique. Je veux dire que c'est une meilleure réussite que Pédalo quand même. Là. Soyons juste avec Stéphane, qui s'est quand même fait ramasser un peu par l'industrie, les critiques avec son film. Je pense que c'est sincère. Ça se voit à l'écran, c'est quand même un film à petit budget. On l'apprend lui-même qui a financé son film, tournage de 10 jours. Fait qu'on voit qu'il ne peut pas se compliquer la tâche. Fait que c'est assez simple. Mais ça s'écoute très bien. Puis majoritairement, c'est un genre de huis clos parce que c'est dans la maison des parents alors que tout le monde arrive pour le réveillon. Ouais. Fait que les personnages sont sympathiques, assez colorés. J'aime la petite twist que c'est le père finalement qui est plus dans l'acceptation, dans la bienveillance aussi, qui est moins dans les préjugés. Fait que je pense que c'est un film sincère. Honnêtement, ça s'écoute bien. Vous voulez qu'un petit divertissement pour le temps des fêtes, des fois, là, vous mettre dans ce beat-là, ça fait la job. C'est ça. Puis, tu sais, je veux pas faire d'agisme, mais je pense pas que ça vise du monde de 23 ans. Là. Non, si le film vous intéresse, allez-y, mais c'est ça. C'est ça. Un peu comme Testament de Denis Arcand. Oui, plein de gens peuvent y aller et sont allés par curiosité, mais... Je pense qu'à mener le public pour le cible. Type de blague et de. C'est ça. Là. C'est ça. À un moment donné, naturellement, je pense que dans tout le cinéma qu'on voit, ça transparaît un peu. Quand tu as toute une équipe qui ont
60 plus, ben, tu sais, je pense au dernier... ben, c'est parce que je mets tout le temps ça plus vieux, mais l'inverse se fait aussi, là, des films faits par du monde de 23 ans. Tu sais, Ville et Misérables, par exemple, là, qu'on vient de dire que tout le monde est trentaine d'années et tout. Ben, je pense qu'il y a peut-être des gens de 64 ans qui ont vu ça, puis en fait, ça me parle pas pantoute, c'est trop weird, là. C'est plus ça. Ou Universal Language. Ben oui, tout à fait, tu sais. Ça adresse à un autre public. Fait que, ça. oui, tout à fait. Je pensais au dernier film de mafia, là, qu'il y avait eu Robert De Niro, puis qu'il avait refait avec... The Irishman. Non, pas The Irishman, mais c'est oui, en double rôle. Là. Oui, c'est ça, exact. Fait que ça, c'était comme tous des bons potes. Ouais, exactement. Tous des bons potes de 80 ans qui font un film ensemble. Ben, tu sais, c'est pour aller... Hey, tu sais, dans le temps, quand on faisait ces films-là, fait que tu vas chercher un public qui est comme, ben oui, je les aimais. Comme nous, on va aller voir des comédies de Will Ferrell dans 30 ans, puis que nos enfants, nos petits-enfants vont dire, c'est quoi cette merde-là, ça m'intéresse pas. Là, Mais bref, au moins, ça a donné une conversation quand même très sympathique, honnêtement. Je vous invite, si vous êtes curieux d'entendre quand même, parce que les trois, on avait Rémi Girard, donc, et Alexis aussi, et Stéphane, fait que ça donnait quand même une belle conversation dans le balado. Ouais, puis que Rémi, finalement, n'est pas tant fan des films de Noël. C'est pas quelque chose qui l'accorde. Mais on n'a pas poussé à ce point-là, mais il a pas l'air de quelqu'un qui, mettons, réécoute plein de films chez eux. Ouais, il n'a pas l'air nostalgique, en fait. Non, c'est ça. Je pense qu'il va au cinéma, qu'il consomme le cinéma québécois, encourager les pères et tout, puis il connaît tout le monde. Mais je pense pas que chez eux, c'est un Paul Thomas Anderson ou un Tarantino là, qui se met plein de Blu-ray, puis il faut que je réécoute ça, puis tout. Pas l'air de ça. Écoute, à moins de preuves du contraire qui nous surprennent. Parlant de films qui s'adressent à un public plus vieux, je vais aller là tout de suite, parce qu'on a une bonne transition. Ella McKay de James L. Brooks. Ouais, ben ça n'est un monsieur qui fait des films depuis plusieurs années. Avec, et là, c'est très mêlant, Ella McKay, qui met en vedette Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Woody Harrelson, Rebecca Hall, Kumail Nanjiani, une belle brochette de vedettes. On est aux États-Unis en 2008 et Ella McKay s'apprête à succéder à son mentor au poste de gouverneur de l'État. On nomme pas quel État, si je ne me trompe pas, c'est ça. Mais des défis familiaux et professionnels vont entraver sa route. Son père médecin, qui est joué par Harrelson, qui trompait sa mère lorsqu'elle était vivante et tout, cherche à se réconcilier avec elle. Il y a son frère cadet qui est un informaticien qui a besoin de ses conseils sentimentaux. Mais la plus grande menace pour elle, ça vient de son ambitieux mari Ryan, qui a coulé aux médias des informations de nature sexuelle susceptibles de compromettre sa carrière. Exact. C'est toi le spécialiste qui est allé voir le film. Ouais, j'étais quand même curieux. James L. Brooks. As Good As It Gets. As Good As It Gets. Pour les plus vieux, c'était Terms of Endearment. J'ai vu Broadcast News aussi. Broadcast News. Dans les années 80, là, il était quand même assez hot, reconnu pour des comédies dramatiques bien écrites et tout ça. Faut quand même souligner que c'est un des producteurs des Simpsons aussi, James L. Brooks, quand même, avec Gracie Film. Et d'ailleurs, on retrouve au générique Julie Kavner qui fait Marge la même semaine que Béatrice Picard décède aussi, quand même. Mais James L. Brooks, quand même, filmographie, il est comme parti très fort. Mais depuis As Good As It Gets, qui était 97 peut-être dans ces années-là. Les années 2000 ont été plus difficiles. Puis il y a un gros flop en 2010, How Do You Know, que j'ai même pas vu. C'est Comment choisir. Ouais, avec Jack Nicholson. Ça, je vais en discuter ici. Je vais rien faire. Quand est arrivé les sorties de... les bandes annonces de Ella McKay, puis tout, puis là, le fait que ça sortait un petit peu avant Noël, je me souviens d'avoir des discussions avec un collègue, puis voyons, ça me rappelle quand on était en 2010 à Noël, puis qu'il y avait un film, genre, de bons sentiments, pas rapport, qui était sorti, puis là, j'étais là, comment choisir, je me souviens, ça jouait, puis ça marchait pas, ce film-là, tout, puis après, je check, puis c'est comme, putain, c'est le même gars, puis c'est la même situation. Exact, sauf que l'autre avait un budget de 120 millions. Ce qui était énorme. Parce qu'il y avait... Jack Nicholson, Reese Witherspoon, c'est ça, Witherspoon, c'est ça. Comme tous les acteurs étaient hot du moment, fait que j'ai l'impression que je pense que c'est les acteurs qui avaient pris des 15 millions. Exact, là, parce qu'un genre de film de même, ça coûte jamais 100 millions. Non, ça 10. Là, il revient à un plus petit budget, mais on est dans cette, dans son style à lui, comédie dramatique de bons sentiments. De dialogue, quand même. Oui, quand même. Mais c'est assez particulier parce que on a vraiment l'impression d'être dans les années 80, là, dans sa réalisation, dans les dialogues. Très cinéma, tu sais, qu'aujourd'hui, ça passe pas, là, tu sais, c'est comme, pas que c'est mauvais, mais c'est juste
T'as l'impression vraiment de retomber à une autre époque. Fait que, il s'est pas adapté avec le style-là. Fait que ça, il faut être conscient. Puis pourquoi ils l'ont calé en 2008, tu penses, le récit? C'est quoi de charnière à ce moment? Non, je sais pas, honnêtement. Pour être avant Trump, genre. Ouais, bonne question. De mémoire, il n'y a pas de lien comme tel, même avec la situation économique. Oui, c'est sûr que la technologie va de l'époque. Mais c'est pas d'impact dans l'histoire. Non, bonne question. Peut-être c'est au moment pas une histoire de CD-ROM. Là, puis... Non. Fait que c'est ça. Fait qu'honnêtement, les comédiens font bien leur travail. Moi, j'aime bien Emma Mackey, très efficace. Sex Education. Surtout, qui a fait un passage au cinéma. Ouais, qu'on a vu dans Eiffel, parce qu'elle est aussi... elle est bilingue. Ouais, c'est ça. Sa mère, je pense qu'elle est française. Jamie Lee Curtis, toujours excellente, comme d'habitude. Fait que tu sais, on est vraiment... écoute, on peut faire un parallèle, on remonte plus loin. Film de Frank Capra, ce côté-là, très idéaliste de la politique, de servir l'autre. Puis c'est ça, dans cette façon de personnage, rappelle les Spencer Tracy, Katharine Hepburn, tous ces genres de dialogues-là, de performances-là. Là. Fait qu'il y a un genre de clin d'œil, lettre d'amour à cette époque-là, justement. T'sais. Oui, ou clin d'œil. Mais plus dans la méthode que dans le... Je pense que c'est sa façon d'écrire. C'est là que 40 ans plus tard, c'est ça. On voit qu'il n'y a pas d'évolution, puis là, ça se fige plus dans le temps. Alors que dans les années 80, on était un peu encore dans cette mouvance-là. Alors que le cinéma est quand même rendu ailleurs aujourd'hui. Fait que ça détonne un peu, mais les critiques sont quand même très brutales. Ouais, elles sont très sévères. Je pense que je ne sais pas pourquoi elles sont si sévères que ça. C'est pas un navet non plus, là, honnêtement. Ouais. Mais je pense qu'il faut juste savoir ce qu'on s'apprête à voir. Dans cette comédie-là. Ouais, avec ce style-là un peu nostalgique, bon sentiment. Je pense qu'à cette ère de division quand même politique, je pense que ça fait quand même du bien d'avoir quelque chose d'un peu plus rassembleur, même si c'est un peu gros. Fait que, bref, voilà pour Ella McKay quand même. Oui, mais qui ouvre sur beaucoup d'écrans, pareil, justement. Ouais. Non, complètement ailleurs maintenant, avec, je pense... probablement le film le plus attendu pour les cinéphiles qui aiment leur cinéma un peu plus à l'international, un peu plus peut-être niché. L'agent secret de Kleber Mendonça Filho. Ouais, lui qui était derrière, entre autres, Aquarius et Bakuro. Que j'ai pas vu. Ouais, moi non plus, mais je me souviens d'avoir entendu parler de ces films-là, puis c'était à une époque où je voyais pas tout, alors et après c'est difficile le rattrapage. C'est un film brésilien, donc en portugais avec sous-titres français ou anglais, si vous êtes dans le coin de Montréal, dépendamment des cinémas. Et ça met en vedette Wagner Moura, qu'on a vu un peu au cinéma américain, entre autres dans Civil War. Et il a remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes pour cette performance-là. Le film a aussi remporté... réalisation. Mise en scène, réalisation, voilà. Écoute, on va vous décrire l'histoire, mais après, on va approfondir parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de styles puis de formes d'aventure cinématographique dans ce film-là. On est en 1977, fait que ça rappelle quand même... déjà, le film qui a remporté l'Oscar du meilleur film international l'an dernier, qui était « Je suis toujours là », qui était dans cette même dictature militaire du Brésil. Fait que là, on va être dans une autre ville. On est à Recife, au Brésil. Marcello, qui est un expert en technologie d'une près quarantaine d'années, va revenir en plein carnaval, justement, à Recife, pour retrouver son fils puis préparer une évasion. Parce qu'il est traqué par le régime militaire brésilien qui veut sa mort. Et au fil du récit, on va découvrir un peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, où il en est, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans la société et une forme de galerie de personnages un peu à la Tarantino, là, de présenter tout le monde qui gravite autour de lui, ou à la Paul Thomas Anderson. Ça rappelle un petit peu déjà le genre de ton que One Battle After Another avait d'une certaine façon. Je trouve que c'est un film qui porte peut-être pas si bien son titre. Je suis pas sûr que je le comprends pourquoi il s'appelle L'Agent secret. Fait que c'est pas un film comme d'espionnage tant que ça, puis de secret militaire, puis dans 77, là, mais tu sais, de petites clés USB, puis de mallettes. Et même la bande-annonce, c'est un peu trompeuse à ce niveau-là, je trouve. J'ai même pas vu. Ouais, de mémoire, ça laissait plus pencher du côté de thriller, mais on n'est pas là. Ouais, ou tu sais, beaucoup d'appels téléphoniques, puis c'est ça, c'est
pas un trailer de cette façon-là. Puis il y a une autre chose qui baigne beaucoup dans la ville, c'est qu'on est en 77 et jazz et hot. Fait que il y a même un des personnages qui travaille dans un cinéma comme projectionniste. Fait qu'on est beaucoup mêlé à la projection de ça. Puis c'est une ville côtière. Il y a eu des attaques de requins dans la ville. Fait que tout ça est un peu mêlé dans la culture populaire du moment dans le film. Sauf erreur, c'est pas une histoire vraie, l'histoire de ce personnage-là. C'est comme inventé, mais autour de toute une trame sociale qui, elle, est historique, là, finalement, de tout ça. Donc, c'est un peu comme l'histoire qui aurait pu arriver à quelqu'un. Fait que, à moins que je me trompe et que c'était vraiment, non, c'est vraiment quelqu'un, fiction, là, mais ouais, voilà. Puis, c'est aussi, on note, il y a un personnage joué par un Allemand, le célèbre Udo Kier, qui joue souvent des truculents personnages. Il a un visage assez particulier. Ouais, des yeux très profonds, très bleus et tout. Puis il joue dans des comédies, dans des films d'action, dans les drames, plein de films américains internationaux. Mais c'est son dernier rôle. Il est décédé il y a 3 semaines, le 23 novembre. Fait que son dernier rôle à l'écran, tout jamais. Puis il est là, une scène, là, 2 minutes. Oui, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur c'est ça, c'est une histoire avec un scénario quand même assez décousu. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent. Justement, on parle du personnage d'Udo Kier. Ultimement, ça ne sert pas l'histoire. Il y a beaucoup de ces scènes-là, de ces personnages-là, mais ça va juste ajouter à cette forme bigarrée un peu. En fait, j'ai dit One Battle, mais c'est un peu Once Upon a Time in Hollywood. Il y a beaucoup ça. Ouais. C'est juste un film qui est de Tarantino qui était beaucoup hommage au cinéma, mais tu sais, il y a plein de scènes que c'est juste, il vit puis il y a ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, lui, il est dans une maison, il se rend dans une maison protégée, c'est ça, où ils ont toutes les fausses identités. Puis là, tu vois comme l'affection qu'il y a pour d'autres personnes, puis ils parlent entre eux, mais ils révèlent pas tout parce qu'ils veulent tous se protéger eux-mêmes. Puis là, à un moment donné, il y a comme une demi-heure que c'est genre eux, puis là, ils font à manger, puis ils reçoivent la commande, puis là... Tu sais, fait en tout cas, je t'ai un peu coupé la parole avec ça. Non, mais c'est... je pense que ça décrit bien, effectivement. Fait que c'est un film très chargé en personnages, qu'on n'a pas toujours des dénouements, mais ça rajoute cet objet ovni-là. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus classique, fait que j'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce genre-là. Fait que, je dois dire, c'est pas un énorme coup de cœur, parce que ultimement, il est sur tous les top 10 en nomination aux Oscars, même aux Golden Globes, mais dans la catégorie drame aussi, fait que pas juste cinéma étranger, là, fait que je pense qu'il y a une grosse dose d'amour. Mais ça s'inscrit un peu aussi quand même avec One Battle After Another, là, on est dans cette dénonciation un peu de la corruption politique et tout ça, fait qu'il faut croire que c'est dans l'air du temps de cette année, ce qui n'est pas surprenant. Mais, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant, honnêtement. C'est juste que je m'attendais à voir autre chose. Mais Wagner Moura est quand même très, très charismatique et sympathique dans son personnage. Là, fait que je l'aurais observé encore 2 heures de plus. Parce que le film est quand même 2h45. Oui, exact. Mais il n'y a pas de longueur. Ça passe très vite. Le montage est très rythmé. Là. Voilà, puis le rythme, c'est ça, créé par le montage. Il y a comme un premier moment que ça débute, il est en voiture, il arrête à une station-service, puis là, on comprend que c'est ça, c'est weird, on est pendant le carnaval, mais il y a plein de morts, toute la police est corrompue, les gens sont comme, ils essaient d'être heureux, mais ils sont quand même inquiets, c'est sûr qu'on se tient plus avec eux qui sont tous en espèce d'exil, puis qui essaient de sauver leur peau, mais il n'y a pas autant d'action que justement dans One Battle. Fait que c'est là qu'arrête la comparaison. Ouais. Mais à certains moments, il y a une coupe de pistolet, puis il se met à avoir des affaires très violentes, brutales, un peu à la Tarantino, de pow-pow, là, des mondes qui se font tirer dans la face, puis tout est éclatant, tu sais. Fait que c'est en plusieurs tons. Il y a un moment, il y a une espèce de lubie avec des morceaux de certains cadavres. Fait que là, vous dites, mais là, c'est super gore comme film, mais pas du tout. Puis c'est de la comédie noire, c'est plus cynique quand c'est drôle. Fait que, mais on se laisse porter. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, ce voyage-là, puis cette présentation de quelqu'un qui maîtrise le cinéma et tout. Mais je peux comprendre quelqu'un qui trouverait ça quand même, pas que c'est minable, mais qui embarquerait pas dans la proposition. On est loin de l'autre film, justement. Valeur sentimentale? Non, de l'autre film brésilien. Là, I'm Still Here, je suis toujours là. Ça. Ouais. Où on était dans un... c'était plus conventionnel. Plus conventionnel, avec exemple, très, très bon, mais plus conventionnel, alors qu'ici, on est plus éclaté. Mais esthétiquement, je trouve si vous avez aimé Langue universelle, là, mettons, là, c'est cinéma différent, là, pour revenir. C'est pas une comédie de la même manière, mais genre... être un peu désarçonné par des trucs, là. Mais esthétiquement, je trouve que l'époque est vraiment bien recréée, puis j'ai vu qu'ils ont travaillé avec une caméra VistaVision, puis
des vieilles lentilles, tout ça d'époque pour vraiment recréer ce look-là visuel des années 70. Et à ce niveau-là, c'est vraiment bien réussi. Ouais. Fait que voilà, pour l'agent secret, si vous voulez être tenté par quelque chose d'un peu plus champ gauche, c'est ça. vous voulez vous aventurer. J'ai vu que dans d'autres régions aussi de la province, ils prennent la fiche juste en janvier. Là. Ça dépend qu'il y avait de la place pendant les fêtes, mais la semaine dernière, le 5, c'était Montréal, puis à partir d'aujourd'hui, le 12, ben là, il est plus étendu, il est disponible partout. Là. Puis tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de... Tu sais, comme on dit, il y a tellement d'affaires dans les fêtes juste avec Avatar, du monde veut garder Zootopia, Bob l'éponge, Les Furies, etc., Anaconda, puis tout. Ben, ça se peut que certains cinémas, c'est ça, soient pas en mesure de l'ouvrir, puis là, en janvier, février, ils vont faire plus un rattrapage pré-Oscar et tout, en ciné-répertoire, etc. Mais moi, je le recommande très bien. Sinon, restons côté Noël, parce qu'il y a une... Restons Noël? Ah, parce que j'ai parlé de Noël. Oui, le film n'était pas Noël, lui. À la poursuite du Père Noël de James Hutt, comédie française, comédie familiale de Noël, et ça sort en même temps que la France, là, plus ou moins 2 jours, comme d'habitude. Ouais, c'est pas un film de Noël passé, c'est un film actuel. Ouais, exact. Zoé a 7 ans, puis elle se fait intimider par Timothée. Qui lui la amène la vie dure à l'école parce que Timothée est le fils des Gela qui ont qui ont la grosse usine de biscuits qui fait rouler comme tout le village. Et la mère de Zoé, elle travaille là, mais est un peu sous-fifre là-bas finalement. Elle se fait voler ses idées et tout par les grands patrons. Fait que pour se venger, elle va demander au Père Noël une espèce de sarbacane à air comprimé, un jouet spécial pour pouvoir, à distance de maison, embêter Timothée, briser ses jouets. Mais c'est pas ça qu'elle reçoit. Parce qu'évidemment, entre vous et nous, j'espère que les enfants n'écoutent pas, c'est sa mère qui a acheté des cadeaux, puis elle a mal compris, puis elle a comme acheté autre chose. Fait que là, elle dit, ben là, il faut que je retrouve le Père Noël parce que ça n'a pas de bon sens. J'ai poursuivi la bonne affaire. Fait que là, elle va le retrouver au centre d'achat. Et finalement, elle va un peu le séquestrer. Ce Père Noël joué par... j'ai oublié de noter... Patrick Timsit. Exactement. Puis, va s'en suivre une folle aventure à essayer de découvrir. C'est parce que lui, c'est un Père Noël de centre d'achat, etc. Fait que, puis ils vont aller au village de Noël. Puis là, elle va être obligée d'y aller avec l'autre famille. Puis que là, c'est là. Essayer d'avoir son bon jouet pour se venger. Mais est-ce que c'est la vengeance est la solution? Probablement. Alors, est-ce que les plus jeunes devraient aimer ça? Ouais, il y a un côté... Petit Spirou, là, quand ils l'ont fait dans les films et tout, justement, l'amitié qui va se lier entre le Père Noël un peu bourru, puis la jeune fille, puis embarqué dans son plan, malgré lui et tout. Fait que sa mère qui veut la retrouver et tout. Fait qu'on se court après. Il y a des scènes d'usine, fait qu'il y a un côté Charlie et la chocolaterie aussi, parce que le grand dévoilement de la nouvelle galette ou du nouveau biscuit, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est sans prétention, mais c'est très sympathique côté Noël, famille. Puis donc, vous aurez compris, c'est en prise de vue réelle, là, c'est en humain, là, et non un dessin animé. Il y a un dessin animé de Noël qui sort la semaine prochaine, vraiment juste à temps, pour les fêtes, qui est aussi français, mais qui lui vise plus, je pense, du 4 ans et plus. Ici, on est peut-être dans, je sais pas, 6-7 ans. Là, ouais. Puis, je me souviens plus, mais ça doit être une durée bien raisonnable, genre 85 minutes, là, je sais plus par cœur. Ça fait quelques semaines que je l'ai vu déjà. Je m'étais mis très tôt dans l'ambiance des fêtes. C'est ça. Un film qui fait beaucoup jaser. Il y a eu beaucoup d'entrevues radio, mais jaser positivement, là, parce que même hier, je parlais à ma mère au téléphone pour garder ma fille. Puis, elle m'a parlé du film. Puis quand mes parents, quand le monde autour de nous parle de cinéma, c'est pas moi qui leur mets ça dans la tête, ben là, je fais OK, ça veut dire qu'il y a des entrevues, ça résonne. Je les ai entendues aussi à l'émission de Franco Nuovo. C'est Marie-France Lécuyer qui a réalisé un documentaire, Marche au pays réel, sur... j'ai oublié de noter le nom des 2 gaillards qui traversent tout le Québec en bicycle et en ski de fond l'hiver. Ils se rendent jusque dans le Grand Nord, donc un périple de 3000 km. Fait que ça devient un documentaire sportif, parce que c'est très intense faire ça, mais aussi social, parce qu'ils vont croiser les Premières Nations, je me souviens plus, Inuk, en tout cas, je suis plus certain, les Premières Nations qu'il y a dans ce coin-là, puis comme une forme de dialogue quand même avec eux au travers. C'est super beau, ils ont utilisé des drones, des excellentes caméras, tu sais, puis je pense que Marie-France fait une couple de Q&A aussi, là, de tourner, elle accompagne le film là, avant les fêtes surtout. C'est vraiment pas dans tous les cinémas, mais je pense que les cinémas qui l'ouvrent à partir soit du 12 ou peut-être la semaine prochaine, vont essayer de le présenter tout le temps des fêtes, là. Tu sais, il y a un côté très
comme les aventuriers voyageurs, tout ça, là, d'exploits sportifs, finalement. Là. Et d'exploits humains. Ouais, puis de territoires inexplorés et tout, là. Ben, du moins qu'on connaît moins. Fait que j'avais vu ce film-là, puis c'est très impressionnant, c'est très bon, très bien fait, les protagonistes sont intéressants. Ouais, les talking heads, là, à part, il y en a un qui l'enjeu, les défis, puis ils filment sur le terrain, fait qu'elle les a accompagnés, ils se filment eux-mêmes. Quand t'es dans une tente à moins 30 en pleine tempête de neige, là, la nuit doit être longue. Là. On voit la tente qui plie, là, elle vient s'accoter sur eux. Là. Fait que, non, c'est vraiment capoté. Alors, je recommande chaudement, justement, pour se réchauffer. Marche au pays réel. Il y a aussi, ça, on n'a pas eu le temps de le voir, la comédie dramatique La Grâce, La Grazia de Paolo Sorrentino, donc un beau film italien. On dirait que c'est un film où Sorrentino lui-même fait un genre de chant de cygne. Là. Il n'a pas du tout annoncé sa retraite, mais lui aussi, il est un petit peu plus vieux. Fait que c'est son acteur fétiche, Tony Servillo, qui est un grand comédien italien, qui joue un président de la République italienne, mais qui est un peu pas placé tout à fait dans le temps et dans le réel. Là. Tout à fait, là, c'est un peu comme Ella McKay, là, une forme de fiction politique. Puis il est marqué par le deuil de sa femme, puis il y a une forme de solitude au pouvoir, puis il est sur la fin de son mandat, mais il doit faire face à des décisions cruciales qui l'obligent à affronter ses propres dilemmes moraux, soit les grâces présidentielles, là, donc de libérer du monde qui ont commis des crimes, et aussi un projet de loi hautement controversé, si je ne me trompe pas, sur l'avortement, justement. Fait qu'il doit prendre ces décisions-là. Fait que ça se veut une espèce de comédie noire, comédie dramatique. Satire politique. Ouais, c'est ça, avec différentes scénettes, puis très humain entre différents personnages. Fait que voilà, on en dit beaucoup de bien. C'est pas le film qui représente l'Italie aux Oscars, cependant. C'était Familia, qui n'a pas été distribué ici. Il y a eu quelques projections un peu itinérante, si je peux dire, mais il n'y a pas de distributeur qui l'a. Et pour les amateurs du gore, le remake Silent Night, Deadly Night par Mike P. Nelson, un remake du film de 84, qui est un slasher de Noël. Que j'ai vu à l'époque quand j'étais ado. C'est ça, c'était un gars très traumatisé, un peu, peux-tu dire schizophrène, ou en tout cas? Ouais, je pense que oui. Et, disons, de troubles de santé mentale, qui se fait une espèce de calendrier de l'Avent là, de tuer du monde à coups de hache déguisé en Père Noël. Parce que quand il était jeune, il a vu sa mère, ses parents trompés avec un Père Noël. Il y a une affaire de trauma de jeunesse puis de Père Noël. C'est très loin de ma mémoire. Puis voilà, fait que c'était un film, là, il y en avait eu 5. Ouais. Ils ont essayé de faire un reboot qui était un straight-to-DVD en genre 2008, je pense, 2012. Et là, ben, celui-là s'en va au cinéma. Puis il y a vraiment l'esthétique rétro des années 80, comme on aime bien là, dans ce grain et tout. Et les critiques sont très positives quand même. Ouais, sur le film. Oui, je pense que pour les amateurs de slasher, puis c'est... je pense que c'est Cineverse qui le distribue aux États-Unis, puis ça, c'est eux qui distribuent les Terrifier, puis tout. Ouais. Fait que c'est ce même genre de produit. Là. On va voir des haches dans des visages. Il est juste en anglais, par contre, ce film-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a moins d'écran, moins de cinéma. J'imagine quelques cinéplex où je pense que la maison du cinéma le présentait aussi. Okay. Fait que pour les curieux, je sais pas si ça va s'accrocher tout le temps des fêtes, mais ça devrait bien faire un petit 2 semaines là, jusqu'aux sorties du 25 décembre et tout. Voilà. Fait que la semaine prochaine, le grand Avatar. On va essayer de trouver un 3h15 pour aller voir ça. Fire and Ash, on est rendu dans le peuple de feu, mais eux ne seront pas gentils. Et le trailer de Housemaid, dont on dit également beaucoup de bien avec Amanda Seyfried et Sydney Sweeney. Gros best-seller des dernières années. Ouais. Très curieux de voir ça. Moi aussi, fait qu'on devrait être capable de voir ça. On va essayer de couvrir aussi tout ce qui sort le 25 décembre qu'on aura vu, qu'on pourra discuter. Honnêtement, je pense qu'on va avoir vu pas mal d'affaires. Peut-être pas Anaconda et tout, mais bon, on vous présentera c'est quoi les autres titres. On aura la chance de voir Marty Supreme. Oui, c'est ça, exact. On a vu des preuves d'amour. Jean Valjean, on a pas... En tout cas, on va regarder ce qu'on peut faire. Puis, puis on couvrira un peu le début janvier, parce que nous, après, on reviendra juste après les fêtes, genre pour les sorties du 9. Ouais. Je sais pas, on va se faire un rétro de Noël, là, mais des fois, on le fait... plus en début d'année, justement, parce qu'on veut voir ces derniers films-là. Ouais. Fait que, ça, c'est une discussion qu'on doit avoir hors micro. Alors, pour nous contacter d'ici là, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et likez, partagez. C'est un beau cadeau de Noël que dans votre souper de famille, dire
Tu veux un bon podcast cinéma? Oui. Un bon balado? Et est à l'affût des nouveautés. Je te recommande Mon Ciné Balado. Prête-moi ton cellulaire, tu vois, je vais te le mettre sur Spotify ou sur Podcast Addict ou sur Balado. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné avec Catherine Chabot en couverture pour Folichonnerie qui sortira plus tard en janvier. Il est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite de bons popcorn, bon cinéma. Et si jamais vous changez de genre, vous montrer pour la première fois à la famille lors de Noël n'est peut-être pas la meilleure approche. C'est très audacieux.